Théodore Herzl, Vie et destin. Théodore Herzl, Vie et destin, une série proposée par Philippe Bocara, présentée par Shlomo Malka, collaboration Paul-Henriette Lévy, une série réalisée avec le concours du Fonds Pincus. Réalisation technique, Patrick Elbaz. Philippe, bonjour. Nous en étions hier au voyage à Constantinople, des voyages qui ont des entretiens, des négociations avec le sultan de Turquie qui ont abouti à une impasse. Et donc, Théodore Herzl va regarder ailleurs et il va regarder très précisément vers Londres. C'est en fait pour la clarté de l'exposé, nous étudions épisode après épisode les différentes grandes capitales où il a eu des négociations, parce qu'en fait tout ça était entremêlé, tout ça se déroulait simultanément. Mais vous vous souvenez sûrement que dans son livre L'État juif, quand il avait décrit la structure qui devait organiser le retour des Juifs en Palestine, il l'avait décrite avec un nom anglais. Il l'avait appelé The Society of the Jews, la Société des Juifs. Et c'était déjà le signe que pour lui, l'Angleterre était un peu le pays par excellence du libéralisme qui pouvait avoir une attitude amicale à l'égard des Juifs. Et effectivement, à partir de 1899, on voit Herzl multiplier les démarches d'abord auprès des sionistes anglais, qui sont les seuls sionistes en nombre significatif dans un pays occidental et dans un pays de l'Ouest, et pas dans un pays de détresse pour les Juifs comme l'Europe de l'Est. Et il a été question à un moment donné, même très précisément, que Herzl parte à Londres comme correspondant de la Neue Freie Presse, de son journal. Les négociations étaient déjà avancées. Il aimait beaucoup Londres, d'ailleurs, d'une manière générale. Il aimait au moins autant Londres que Paris. C'était, comme on l'a dit dans un autre épisode, les deux grandes capitales de la modernité, de la culture moderne, selon son goût. Et en fait, son départ pour Londres a été annulé uniquement en raison du fait que ses parents ne voulaient pas y habiter et qu'ils ne concevaient pas de se séparer d'eux pour de longues années. Mais une démarche importante a déjà été faite vis-à-vis de l'Angleterre. Ça a été en 1900 l'organisation d'un congrès sioniste à Londres et non plus à Bâle comme les trois premiers. Ce congrès sioniste de Londres en 1900 n'a pas apporté grand-chose de nouveau, mais il a eu le mérite d'avoir un effet de propagande, un effet de relations publiques, comme on dirait aujourd'hui, vis-à-vis de l'opinion publique anglaise, très important, très significatif. Et déjà, toujours il y a cet aspect théâtral dans les démarches de Herzl. Il y avait un groupe de délégués du congrès sioniste de 1900 qui se sont promenés sur la Tamise qui ont visité la capitale. Et lorsqu'ils sont arrivés devant le palais de la reine, ils ont entonné la Hatikva pour saluer la reine sur ce bateau sur la Tamise. C'était là disons un peu les préliminaires des grandes démarches diplomatiques que Herzl va avoir avec l'Angleterre dans les années qui suivent immédiatement son échec à Constantinople. Et parmi les militants sionistes qui vont beaucoup l'aider, les militants sionistes anglais, il en est un dont peut-être on peut dire un mot, c'est Leopold Grinberg, qui était membre anglais du comité d'action, qui deviendra plus tard rédacteur en chef du Jewish Chronicle. Et c'est lui qui va l'aider notamment à organiser des rencontres avec les responsables anglais de l'époque. Oui, en fait, Leopold Grinberg était donc parmi les sionistes anglais celui qui a été le collaborateur direct de Herzl pour les affaires anglaises, qui était un homme d'une grande compétence technique et qui connaissait bien le style politique et le style intellectuel anglais, qui donc savait beaucoup mieux vendre, pourrait-on dire, les propositions de Herzl dans le style local. Alors il faut mettre en scène un personnage très important qui est Joseph Chamberlain, le ministre des colonies britanniques à cette époque. Il a été ministre des colonies pendant une dizaine d'années et ça a été un des grands bâtisseurs de l'empire colonial anglais au tournant de ce siècle. C'était un homme politique très populaire qui a été d'abord conservateur, d'abord libéral et ensuite conservateur.
qui attachait beaucoup d'importance à la Palestine et au Proche-Orient comme étape stratégique sur la route des Indes. Londres, donc, où Theodor Herzl va avoir des entrevues avec les responsables anglais et notamment avec Joseph Chamberlain, qui à l'époque est le secrétaire d'État aux colonies. Joseph Chamberlain a reçu très favorablement la démarche de Herzl. C'est la première fois qu'un homme d'État d'un grand pays européen répond favorablement à ces démarches et que au moins apparemment cet engagement est un engagement sérieux, il n'est pas un engagement simplement verbal. Chamberlain a proposé d'organiser des rendez-vous avec ses collègues, le ministre des Affaires étrangères. Le gouvernement anglais avait une structure un peu complexe vu l'immensité de l'empire colonial britannique. Il y avait des délimitations un peu délicates selon les dossiers entre les ministères. Mais enfin, Chamberlain se montre très amical et coopératif. Il faut dire qu'Herzl s'est trouvé un allié de poids pendant toute cette période anglaise à la fin de sa vie, qui est Lord Rothschild. Le chef de la maison de Rothschild de Londres va finir progressivement par se rallier à sa cause et même par devenir, au bout d'un certain temps, un supporter enthousiaste de Herzl. Ça ne s'est pas fait du premier coup, mais on peut dire que les Rothschild de Londres ont été à cette époque beaucoup plus favorables à Herzl que les Rothschild de Paris. Et évidemment, Lord Rothschild avait des relations importantes, était un point d'appui important dans la classe politique britannique. Alors de ces entretiens avec plusieurs membres du gouvernement britannique, plusieurs hauts fonctionnaires, va ressortir une offre, un projet d'accord entre les sionistes et l'Angleterre concernant non pas la Palestine directement, mais concernant ce que Herzl va considérer comme la stratégie indirecte d'approche de la Palestine, c'est-à-dire l'approche de contrées voisines de la Palestine. On va mettre dans la discussion, on va mettre sur le tapis les régions comme Chypre, comme le Sinaï, comme El Arish, qui est à la limite entre le Sinaï et la Palestine. En fait, donc ça ressort soit de l'Égypte, soit carrément des affaires étrangères pour ce qui concerne Chypre. C'est pour ça que les négociations sont complexes. On doit négocier avec le gouvernement égyptien, on doit négocier avec la représentation britannique en Égypte, mais toutes ces choses-là prennent donc beaucoup de temps, mais elles se font effectivement. On envoie une commission d'experts à la fois de diplomatiques anglais et aussi sionistes dans le Sinaï pour étudier la possibilité d'une installation de juifs là-bas. Et Herzl lui-même part pour le Caire au printemps 1903. Il faut dire qu'Herzl est assez handicapé par le fait qu'il est relativement pas à l'aise dans la langue anglaise et sur le terrain britannique. Donc il délègue beaucoup ses responsabilités à Léopold Greenberg. Et il faut bien dire que Greenberg s'y prend mieux que lui pour être persuasif auprès des autorités anglaises, et ça va provoquer constamment des conflits personnels assez durs. Herzl a toujours eu des incidents graves avec ses collaborateurs les plus proches, déjà avec David Wolfson, qui est un dirigeant sioniste russe, et aussi avec Léopold Greenberg. Mais là, on peut dire que les négociations avancent et que on commence à parler sérieusement d'une installation juive dans le Sinaï, à Chypre ou à El Arish. Et c'est seulement au printemps 1903 que le gouvernement égyptien va rejeter ce plan. Va rejeter ce plan pour des motifs d'ordre technique, parce qu'il estimera que les possibilités d'irrigation ne sont pas suffisantes. Effectivement, là, on parle du Sinaï pour une installation importante de Juifs à la frontière de la Palestine. C'est un prétexte, l'histoire de l'eau du Nil. Il y a probablement des raisons plus politiques à ce refus du gouvernement égyptien. Oui, en tout cas, il est intéressant de savoir que le gouvernement égyptien, au départ, n'a pas dit non, et que les contacts ont été très cordiaux avec lui, avec un homme qui s'appelait Boutros Ghali, et qui était le premier ministre égyptien de cette époque. Alors, il y a deux personnalités qui vont jouer plus tard un rôle important dans l'histoire du sionisme. C'est Lord Lloyd George et Lord Balfour. Et ces deux personnages-là sont déjà impliqués dans ces premières négociations de Herzl avec l'Angleterre. Lloyd George est un avocat connu à l'époque qui est chargé de rédiger les documents sur le plan juridique, les documents diplomatiques qui conseillent les sionistes et qui conseillent le gouvernement anglais dans ces tractations pour l'élaboration des textes. Et Balfour, le futur auteur de la déclaration Balfour, il est à cette époque-là Premier ministre.
Et donc il a été appelé à traiter les problèmes de la Palestine déjà dans le contexte de Herzl. Et tous ces contacts, Lloyd George, donc dont on a cité le nom ici comme avocat, c'est lui qui sera Premier ministre à l'époque de la déclaration Balfour. Tous ces contacts-là ne sont pas perdus, puisque l'homme qui va être un peu l'héritier de Herzl sur la scène anglaise, qui est Chaim Weizmann, plus tard va avoir affaire aux mêmes hommes, et tous vont lui dire nous nous souvenons de ces épisodes du vivant de Herzl, nous savons de quoi vous nous parlez. En tout cas, pour cet épisode, il nous faut retenir l'échec du projet d'El Arish, qui a été immédiatement suivi d'ailleurs d'une offre de territoire par Chamberlain dans l'Afrique orientale britannique. C'est le fameux projet Ouganda dont nous parlerons la semaine prochaine. C'était Théodore Herzl, Vie et Destin. À la semaine prochaine.